Alors, deuxième partie de la leçon sur les équilibres de dissolution-précipitation. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, on s'est beaucoup intéressé à l'utilisation des constantes standards d'équilibre, notamment la constante Ks, et on a beaucoup calculé une grandeur qu'on va vous redemander, évidemment, qui est la solubilité, en voyant différents facteurs qui font varier cette solubilité. Ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci, c'est des calculs qui ressemblent un peu plus à ce qu'on a fait dans les autres leçons du chapitre sur les réactions en solution aqueuse. On va réutiliser la notion de diagramme. Alors vu qu'ici il y a une espèce solide, on va le redire dans un instant, ce sera des diagrammes d'existence. On va également parler de l'utilisation des réactions de précipitation dans le cas des titrages. Et on terminera par le mélange entre l'oxydoréduction et la précipitation. Alors, dans le document de cours, pour le paragraphe grand 3 petit 1, on va tracer un diagramme de prédominance, et donc je vous dis qu'on considère encore une fois notre composé fil rouge, à savoir le chlorure d'argent, et on demande de tracer le diagramme d'existence en PCl du chlorure d'argent. Pour ça, on nous donne une seule valeur, c'est le pKs qui vaut 9,8. Première chose à bien comprendre, qu'est-ce que c'est le PCl? On l'a déjà défini. Ce sera l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion chlorure. Si vous procédez par analogie avec ce qu'on a fait dans les leçons précédentes, ça veut donc dire que, puisqu'on est PCl sur l'axe, eh bien l'ion chlorure va jouer ici le rôle de particule échangée entre l'entité qui sera le donneur et l'entité qui sera l'accepteur. Alors justement, lorsqu'on considère le chlorure d'argent, eh bien on va évidemment considérer AgCl, solide. Ce composé-là, puisqu'il contient à l'intérieur du chlore, eh bien ce sera le composé donneur. Et lorsqu'il donne son Cl-, il va également permettre la libération d'un autre ion, Ag+. Et donc, dans cette équation, Cl-, pardon, pas Cl-, mais Ag+, ce sera l'accepteur de Cl-. Puisque si Ag+ s'associe à Cl-, on lit l'équation vers la gauche et on reforme le chlorure d'argent solide. Cette réaction, eh bien, son type est bien connu. C'est la réaction de dissolution d'un solide. Sa constante d'équilibre, elle est bien connue également, c'est Ks, le produit de solubilité. À partir de là, eh bien, on va tracer notre diagramme gradué en PCl. N'oubliez pas le piège avec ce genre de diagramme. Lorsque PCl est grand, la concentration en ion chlorure est faible, et inversement. Et donc, une fois qu'on a placé notre axe, il nous faut une grandeur qui va établir la frontière entre l'entité qui sera accepteur et l'entité qui sera le donneur. Et cette frontière, si vous reprenez ce qu'on avait fait dans le cas, par exemple, des réactions acido-basiques ou des réactions de complexation, c'est à chaque fois des transformations de dissociation. Si vous regardez l'équation qui est écrite ici, AgCl donne les ions Ag+ et Cl-, c'est bien une équation de dissociation du chlorure d'argent. Ça veut donc dire que la valeur frontière qui va être utilisée, ce sera le pKs. Je vais faire un petit trait ici pour être bien clair et pas tout mélanger. Alors évidemment, de part et d'autre de la frontière, on aura soit Ag+, l'accepteur, ou le donneur AgCl. C'est les deux entités qu'on a mis en évidence juste au-dessus. La question, c'est de se dire, eh bien, où va-t-on placer l'un, où va-t-on placer l'autre? On reprend PCl. On a dit que c'était moins log de la concentration en ion chlorure. Prenons un cas fictif où la concentration en ion chlorure tend vers 0. PCl va tendre vers plus l'infini. Donc, on est dans la partie haute du diagramme. S'il n'y a pas d'ion chlorure en solution, mais qu'il y a des ions Ag+, eh bien, évidemment, ces ions Ag+, ne peuvent pas se transformer en AgCl s'il n'y a pas de Cl-. Ça veut donc dire qu'au-dessus de la frontière, c'est la zone de Ag+.
Ag+, c'est encore écrit au-dessus, c'est l'accepteur. Ça veut dire que sur la gauche du diagramme, on va mettre les entités à caractère accepteur. Évidemment, sur la gauche, on met les accepteurs, sur la droite, on va mettre les donneurs. En l'occurrence, ici, le donneur, ce sera AgCl solide. Et donc, voici le diagramme qui est demandé. Une petite précision maintenant concernant le vocabulaire. Ag+, c'est une espèce qui est dissoute. Une fois n'est pas coutume, on va le rajouter ici pour bien mettre ça en évidence. Et donc, la zone de Ag+, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de pKs et jusqu'à PCl qui tend vers l'infini, on va appeler cette zone une zone de prédominance. Concernant le solide, c'est un petit peu différent. Lorsque la valeur du PCl est en dessous ou juste à la valeur du pKs, le solide est présent. Donc sur l'intervalle, je vais le mettre ici en évidence, sur l'intervalle 0 jusqu'à 9,8, le solide est présent. Et dès qu'on dépasse la frontière, ne serait-ce que d'un petit epsilon, eh bien, le solide disparaît. Par conséquent, pour le solide, on parlera ici d'une zone d'existence qui correspond à l'intervalle PCl égale 0, PCl égale 9,8. Donc voilà pour la trame de fond, et quand on vous proposera des exercices, c'est sur ce schéma-là que vous pourrez raisonner. On va tout de suite essayer de développer un petit peu nos compétences en se disant, mais là ici, on a tracé un diagramme en PCl, en considérant du coup que Cl- était la particule échangée. Cependant, si on reprend l'équation qui est ici, eh bien on s'aperçoit que Ag+ et Cl- ont des rôles, somme toute, équivalents. Qu'est-ce qui nous empêcherait alors de tracer un diagramme non plus en PCl, mais en PAG? Eh bien, rien du tout. Rien ne nous en empêche. On peut faire ce diagramme en PAG. Donc, on prend du PAG qui sera moins log décimal de la concentration en Ag+. La valeur frontière, comme précédemment, ce sera le pKs. Comme précédemment, on va mettre les accepteurs à gauche, les donneurs à droite. Alors attention, cette fois-ci, la particule, c'est plus Cl-, mais ce sera Ag+. Qui est un accepteur de Ag+, c'est l'ion qui ne possède aucun Ag+, donc Cl-. Au-dessus du pKs, Cl-, c'est donc une zone de prédominance. Et en dessous de pKs, le donneur de Ag+, c'est le solide AgCl. Et puisqu'il est solide, c'est une zone d'existence. Pour conclure sur ces diagrammes d'existence, une dernière remarque. Si on change un petit peu de solide ionique, j'ai pris ici l'hydroxyde d'argent, qui est un solide, qui peut se dissoudre en donnant des ions argent et des ions hydroxyde. Si on voulait tracer un diagramme de prédominance, comment pourrait-on procéder? La première idée, c'est de se dire, on a de l'argent, on peut donc faire un diagramme, comme on vient de le voir, en PAG, moins log de la concentration en Ag+. Mais on a aussi des ions hydroxydes, donc on pourrait très bien faire un diagramme en POH. Puisque du coup, H- serait ici l'ion échangé. Et vous avez également conscience, j'espère, que le POH, c'est une grandeur qu'on sait utiliser, mais avec laquelle on a peut-être un petit peu moins d'habitude que le pH. Et donc, par conséquent,
on pourrait tout aussi bien faire un diagramme d'existence gradué en pH, en se souvenant simplement que pH est égal à pKe moins pOH. Ça signifie donc que pour des diagrammes d'existence, dans le cas des espèces précipitées, vous pourrez rencontrer soit des moins log de la concentration d'un ion, du pOH ou même des diagrammes en pH. C'est ce qu'on va utiliser dans l'exercice qui vient juste maintenant. L'exercice qui est proposé, son énoncé se trouve sur le document de cours en page 3. On nous dit qu'on considère l'hydroxyde de zinc dont le pKs vaut 16,4 à 298 Kelvin. Encore une fois, j'ai fait exprès d'écrire en toutes lettres hydroxyde de zinc de façon à ce qu'on prenne un instant pour réfléchir à la formule de ce composé. Concernant l'élément zinc, vous devez connaître un ion, le seul ion stable du zinc, c'est Zn2+. Par conséquent, si on veut parler d'un solide qui serait de l'hydroxyde de zinc, il doit obligatoirement être électriquement neutre et il ne peut avoir qu'une seule formule, ce sera ZnOH, 2 fois solide. Donc c'est le composé avec lequel on va travailler pour le début de l'exercice. Dans une première question, on demande d'expliquer pourquoi la solubilité de ce composé dépend lorsque le pH varie. On s'intéresse à la solubilité, c'est-à-dire à la dissolution. L'équation à écrire, c'est donc la dissolution de ZnOH 2 fois. Lorsqu'il se dissout, eh bien, on va obtenir des ions zinc 2, Zn2+, et 2 ions hydroxyde, HO-. Alors, on a déjà parlé de l'influence du pH sur la solubilité, c'était l'exemple de l'acétate d'argent. Et ici, on a quelque chose qui est analogue, mais pas rigoureusement identique. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que lorsque le solide se dissout, il y a formation d'ions hydroxyde. Ce sont des ions aux propriétés acido-basiques, même plus précisément, ce sont des ions basiques. Et par conséquent, vu qu'ils ont ce type de propriété, la solubilité va dépendre du pH. En reprenant le raisonnement qu'on avait vu sur l'acétate d'argent, on peut même aller plus loin et savoir dans quelles conditions la solubilité sera la plus grande. Étant donné que l'ion qui est libéré, c'est un ion à caractère basique, eh bien, si on est déjà en solution basique, il aura du mal à rejoindre d'autres bases dans le milieu. Par contre, s'il est consommé par un acide initialement présent dans la solution, eh bien là, la dissolution va être facile. Donc, pour l'hydroxyde de zinc, la solubilité va être maximale lorsque le pH sera très faible. Donc là, ici, je vous marque solubilité qui augmente si le pH diminue. La réciproque est vraie aussi. Pour la question suivante, le petit b, on nous dit qu'on dispose d'une solution contenant des ions Zn2+, à la concentration initiale de 10-2 mol par litre. Le pH est initialement acide, c'est-à-dire qu'on n'a aucun précipité, donc ZnOH 2 fois est absent. On nous dit qu'on rajoute de la soude. Alors la soude, on en a déjà parlé dans la leçon C7L1, c'est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Est-ce qu'on nous donne une concentration pour la soude? Non, on ne nous donne pas de concentration, donc juste on va ajouter de la soude, et puisque c'est une solution basique, l'effet va être qu'à l'intérieur du bécher, le pH va progressivement augmenter à chaque goutte de soude versée. On nous demande de déterminer la valeur du pH au moment où apparaît le premier grain de solide hydroxyde de zinc. Donc, pour être clair avec ce qu'on a déjà dit, lorsque le pH est faible, la solubilité est très grande. Si on est à un pH suffisamment faible, prenons un cas où le pH serait égal à 0,
Ça veut dire que si on mettait de l'hydroxyde de zinc dans la solution, on se retrouverait avec la situation présentée ici, du Zn2+, et de l'eau. Si on augmente le pH de la solution, eh bien, ce qui va se produire, c'est que les ions zinc vont être de plus en plus entourés d'ions hydroxyde. Lorsque les concentrations de ces deux ions deviennent trop élevées, c'est en lien direct avec la valeur du Ks, eh bien, l'hydroxyde de zinc, ZnOH, 2 fois solide, se forme. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, comme je viens de le dire, on va devoir utiliser Ks, la constante de solubilité, qui est associée à l'équation qui est à gauche. Alors d'abord, si on devait décrire Ks en fonction des composés qui sont là, on aurait concentration des ions zinc fois concentration de HO- puissance 2 le tout à l'équilibre et divisé par l'activité du solide, qui est prise bien sûr égale à 1. Donc, encore une fois, soyez vigilants dans votre rédaction, puisqu'on utilise Ks, on suppose que le solide est présent. Et cette hypothèse, elle n'est pas farfelue, hein. Le solide est bien présent puisqu'on nous dit un grain s'est formé. Un grain de solide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la limite théorique, c'est la formation d'une seule et unique entité ZnOH 2 fois. Donc, si on a consommé un seul ion Zn2+, parmi tous ceux qui étaient dans la solution, on peut dire que lorsque le solide apparaît, la concentration de Zn2+, lors de la précipitation, puisqu'on a consommé un seul et unique ion Zn2+, c'est égal à la concentration qui nous est donnée dans l'exercice, à savoir 10-2 mol par litre. De plus, le Ks est validé puisque un grain de solide est présent, donc on peut très bien écrire Ks égale Zn2+, qui est une concentration connue, c'est 10-2 mol par litre, fois la concentration de HO- puissance 2. On veut calculer le pH, HO- nous permet de calculer le pOH, mais on l'a revu il y a un instant, il y a une relation simple entre les deux. Donc on isole la concentration en ion hydroxyde. On fait l'application numérique. Ks vaut ici 10 puissance moins 16,4. Zn2+, c'est 10 puissance moins 2. Ça nous fait donc du 10 puissance moins 14,4. Donc 10 puissance moins 7,2 mol par litre. Ok, donc pOH vaut 7,2. Et puisque pH c'est égal à 14 moins pOH, 14 étant la valeur du pKe, ça signifie que le pH vaut 6,8. Donc, si on reprend ici, ça veut dire que, initialement, mettons que le pH dans le bécher soit égal à 1, le solide n'est pas présent, on ajoute de la soude goutte à goutte, et le solide ne sera pas présent tant que le pH est strictement inférieur à 6,8. Lorsqu'on arrive pile à cette valeur, le premier grain de solide apparaît, et expérimentalement, un seul grain, on ne le voit pas, mais plusieurs vont se former simultanément. On va voir du coup un trouble blanc apparaître dans la solution. Alors pour la question suivante, le C, on nous demande de tracer le diagramme d'existence. Alors ce diagramme d'existence, on peut le tracer soit en pH, soit en pOH, comme vous le souhaitez. Moi ici je vais le tracer en pH, c'est la grandeur avec laquelle on est le plus habitué à travailler. On a vu que la valeur frontière était 6,8. Et il nous faut placer les domaines de Zn2+, domaine de prédominance, et ZnOH 2 fois, domaine d'existence. On réfléchit un petit instant et on se dit que pour que ZnOH 2 fois se forme, il faut qu'il y ait beaucoup d'ions hydroxyde en solution. Ça veut dire que le pH doit être plutôt basique. Donc le domaine d'existence de ZnOH 2 fois est au-dessus de la frontière.
et le domaine de prédominance de Zn de plus en dessous. Question suivante, le petit d, on nous demande pour quelle valeur de pH y aura-t-il 99% des ions zinc 2 sous forme de précipité. Donc ce pH qu'on cherche à calculer, c'est ce qu'on pourrait appeler un pH de fin de précipitation, en effet, puisque si 99% des ions Zn2+ ont précipité, la précipitation est quantitative et on pourrait du coup, dans une expérience, arrêter là l'ajout de soude. Alors, le calcul qu'on va faire ici ressemble à celui de la question petit b. Ça vaut peut-être le coup de mettre la vidéo en pause et de le chercher un petit peu, et une fois que vous avez cherché, regardez ensuite. Alors, la première information qu'on nous donne, c'est que 99% des Zn2+ ont précipité. En d'autres termes, il reste encore dissous 1% des Zn2+ initiales. C'est-à-dire que la concentration des Zn2+ en fin de précipitation, ce que je vais appeler Zn2+ indice fin, eh bien c'est 1% de la concentration initiale. On avait noté Zn2+. On avait dit que cette concentration initiale valait 10-2 mol par litre. 1%, c'est égal à 0,01, donc 10-2 également. Du coup, la concentration de Zn2+ en fin de précipitation, ce sera lorsqu'on a atteint 10 puissance moins 4 mol par litre de Zn2+ restant dissous en solution. Évidemment, à ce moment-là, le solide est présent, donc la valeur de Ks est validée. On peut donc écrire que Ks sera égal à la concentration des Zn2+ en fin de précipitation fois la concentration des ions hydroxydes au carré. Et là, rebelote, on isole la concentration des ions hydroxydes en disant que ce sera racine de Ks sur la concentration des ions zinc en fin de précipitation. On fait ensuite l'application numérique et on trouve pour H au moins une concentration de 10 puissance moins 6,2 mol par litre. Donc POH vaut 6,2, ça veut donc dire que le pH est égal à 7,8. Donc lorsqu'on fait notre ajout, si on mesure le pH avec un pH mètre, on peut s'arrêter à 7,8, à pH égale 7,8, et on aura fait précipiter quantitativement le zinc. Donc le travail qu'on a fait ici pour le zinc, on pourrait comme ça le répéter de façon tout à fait analogue pour d'autres types d'éléments, notamment pour les ions Al3+. On arriverait du coup à déterminer d'autres valeurs de frontière, comme celle qu'on a calculée ici, le 6,8. Pour ne pas faire des choses de façon trop redondante, je vous ai directement mis dans la question E les frontières qu'on obtient pour Al3+. Alors avant de se lancer dans la résolution de la question E, je vous propose de faire un petit rappel d'atomistique qui nous permettra de comprendre, grâce à Lewis, la réactivité de l'aluminium et de son ion. Alors tout d'abord, concernant l'atome d'aluminium, vous pouvez regarder dans la classification son numéro atomique, il me semble que c'est Z égale 13. Il est dans la 13e colonne, il appartient au bloc P, et donc par conséquent, il possède 3 électrons de valence. 3 électrons de valence, ça veut dire que, puisque c'est un métal peu électronégatif, il va pouvoir former un ion particulier, l'ion Al3+. Si on devait établir la représentation de Lewis de cet ion Al3+, eh bien, il a retiré tous ses électrons de ses orbitales atomiques de valence. On aurait donc l'élément entouré de 4 orbitales atomiques vides, c'est-à-dire 4 lacunes électroniques,
et une charge globale 3+. L'aluminium va pouvoir, lorsqu'il est mis en contact avec des ions hydroxydes, réagir de deux façons successives. La première transformation, c'est lorsque les ions Al3+ s'associent aux ions hydroxydes, HO-, pour former, donc là on fait l'association de ces ions, on a quelque chose qui est électriquement neutre, qui va être un précipité, AlOH, 3 fois solide. Cette réaction, puisque c'est une précipitation, eh bien sa constante d'équilibre, c'est égal à 1 sur le Ks de AlOH 3 fois, puisque j'ai écrit ici dans le sens de la précipitation et pas de la dissolution. Si on voulait établir la représentation de Lewis de AlOH 3 fois, il y a 3 embranchements OH, donc 3 liaisons aluminium-oxygène. Ces 3 liaisons, elles vont occuper 3 des cases quantiques vides de l'ion Al3+, et il en reste une qui, pour le moment, reste vide. En termes de charge, le composé n'est pas chargé, il ne comporte aucune charge formelle. Par contre, grâce à cette représentation, et notamment par la présence de la lacune électronique, on peut constater que l'AlOH 3 fois peut encore réagir avec un 4e ion hydroxyde. Cet ion hydroxyde peut être vu comme une base de Lewis, un site donneur d'électrons. La lacune, c'est un site acide de Lewis, accepteur d'électrons. Et le déplacement d'électrons se fait toujours depuis le site donneur vers le site accepteur. Donc un dédoublement liant de l'oxygène va venir compléter la lacune de façon à former une liaison oxygène-aluminium supplémentaire pour former l'espèce suivante. Et cette fois-ci, en termes de charge, il y en a forcément, vu qu'on a rajouté une charge moins, c'est dans cette représentation l'atome d'aluminium qui porte la charge négative du point de vue formel. Si on traduit ce que j'ai écrit ici avec les déplacements électroniques sous forme d'une équation bilan, eh bien on va mettre AlOH 3 fois solide plus un ion hydroxyde qui donne AlOH 4 fois moins AQ. Et oui, puisqu'il y a une charge moins, AlOH 4 fois moins, ce n'est pas un précipité. Si jamais on devait catégoriser cette entité chimique, on dirait que c'est un complexe. Un complexe avec Al3+ comme centre métallique et HO- comme ligand. Donc vous voyez que ces transformations en solution aqueuse, là on arrive à des situations un petit peu délicates, puisqu'on démarre d'un ion Al3+, pour lequel on ne voit pas grand-chose en termes de propriétés initiales, si ce n'est qu'il a des lacunes électroniques. Il peut former, en ajoutant de la soude, un précipité, et ce précipité peut ensuite former un complexe. Ce qui veut donc dire qu'à partir de maintenant, il faudra vraiment être vigilant sur les différents types de réactions qui peuvent avoir lieu. Une grosse partie pour vous, c'est de vous poser systématiquement la question, cette équation bilan, est-ce que c'est acido-basique, oxydoréduction, précipitation, complexation, ou éventuellement un mélange de plusieurs d'entre elles simultanément. Bon, après cette petite parenthèse sur la réactivité de l'aluminium sous forme ionique, on reprend l'exercice donc avec la question E qui va porter sur une notion assez importante en chimie qu'on appelle la précipitation sélective. Alors, on nous demande de représenter sur un diagramme d'existence, gradué en pH, 3 couples. Le couple de l'aluminium qui fait intervenir le complexe et le précipité, le couple zinc sous sa forme d'hydroxyde de zinc et Zn2+, celui qu'on a utilisé pour le début de l'exercice, et le dernier couple, eh bien, c'est AlOH 3 fois solide, Al3+. Donc, prenez un instant, mettez la vidéo en pause, faites le diagramme et placez toutes les espèces, toutes les frontières, comparez ensuite avec ce que je vais écrire. Alors voici le diagramme. La première chose que j'ai fait, c'est placer les frontières, 10, 6,8 et 4. Et ensuite, eh bien, il fallait placer les couples. Regardons d'abord le couple du bas.
je me suis dit que en dessous de la frontière, la concentration en ion hydroxyde tend vers 0. Par conséquent, Al3+ va rester sous forme d'ion dissous. Dès qu'on arrive à une certaine valeur, celle de la frontière, en termes de pH, le premier grain de solide apparaît. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait d'abord formation de AlOH 3 fois. On regarde ensuite le couple du zinc et on peut procéder par analogie en se disant que sur la droite, on va mettre le cation libre et sur la gauche, l'hydroxyde métallique. J'ai d'ailleurs oublié d'écrire qu'il était à l'état solide. Pour la dernière frontière et le dernier couple, eh bien, on aura l'espèce la moins riche en ion hydroxyde à droite, du côté des accepteurs, et l'espèce la plus riche en ion hydroxyde à gauche. Ok, donc on a ici ce diagramme de prédominance, pardon, pas de prédominance, justement, ce diagramme d'existence, vu qu'on a des espèces solides qui interviennent. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse un petit parallèle avec ce qu'on avait vu dans le cas des transformations acido-basiques. Pour les transformations acido-basiques, on avait fait des diagrammes de prédominance. Cette fois, les espèces étaient toutes dissoutes. On avait dit qu'il y avait une valeur frontière qui était le pK. Et on avait placé un acide, qu'on va noter ici H, et une base A-. Ça va se conjuguer de l'acide. Si on transpose ce qu'on avait fait à ce qui est présent ici, on peut donc voir, par exemple, pour Al3+, AlOH 3 fois, quelque chose qui serait analogue, en tout cas très proche, d'un couple acido-basique. Ça veut donc dire que Al3+ peut être vu d'une certaine façon comme une espèce à caractère acide. Même chose pour Zn2+, et même chose pour AlOH 3 fois. Ce genre de considération, on aura à le réutiliser assez fréquemment dans la toute dernière leçon sur les diagrammes potentiels pH. Ok, on reprend la question numéro E et donc voilà, on nous demande de remarquer que certaines ont un comportement d'acide, d'autres un comportement de base, c'est ce qu'on vient de dire. Et ensuite, il y a 3 petits tirets. On nous demande de préciser un intervalle de pH dans lequel on doit travailler pour pouvoir récupérer à l'état solide le zinc et l'aluminium. Point numéro 2, seulement le zinc. Point numéro 3, seulement l'aluminium. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que dans une solution aqueuse, si vous avez des ions Zn2+ dissous et des ions Al3+ dissous, eh bien, en l'état, il n'est pas possible de les séparer. Si jamais on voudrait faire ça, il faudrait une pince qui permettrait de retirer les ions les uns à la suite des autres. C'est pas possible. L'idée, c'est de se dire, en chimie, il existe un procédé simple qu'on a déjà utilisé en séance de TP, qui est l'essorage ou la filtration. Vous connaissez la filtration sur Büchner. Ça veut donc dire que si on arrive à faire passer un de ces deux éléments à l'état solide et qu'on réalise une filtration, on pourra de cette manière avoir d'un côté les composés de l'un des deux métaux, et de l'autre côté les composés de l'autre métal. Alors si on souhaite récupérer à l'état solide à la fois l'aluminium et le zinc, on va faire ça par exemple si on souhaite dépolluer de l'eau. Eh bien, si on veut faire ça, il faut que les deux éléments chimiques se trouvent dans des espèces à l'état solide. Pour l'aluminium, l'espèce à l'état solide, c'est AlOH 3 fois, et elle est présente sur l'intervalle pH 4 jusqu'à pH 10. En ce qui concerne le zinc, l'espèce solide ZnOH 2 fois n'est présente que entre pH égale 6,8 et pH égale 14. Donc si on se place dans l'intervalle entre 6,8 et 10, on pourra récupérer à la fois à l'état solide, AlOH 3 fois et ZnOH 2 fois. On nous demande ensuite de récupérer uniquement le zinc. Voilà, le zinc, il est solide jusqu'à pH égale 14. Ce n'est pas le cas de l'aluminium, puisque dès qu'on dépasse pH 10, le solide AlOH 3 fois n'est plus présent. Et par conséquent, si on se place sur l'intervalle pH 10, pH 14, on pourra récupérer uniquement ZnOH 2 fois.
Pour finir, si on veut récupérer uniquement l'aluminium sous forme solide, eh bien on va se placer sur l'intervalle pH 4, pH 6,8. Et on récupérera alors le solide AlOH 3 fois. Donc pour conclure sur cet exercice, dans la zone centrale que j'ai écrit en bleu, la précipitation n'est pas sélective. Les deux ions métalliques précipitent en même temps. Dans la zone tout en haut, écrite en vert, eh bien, on a une précipitation sélective du zinc, et en bas, en rouge, c'est une précipitation sélective des ions aluminium. Alors, on passe maintenant à une application des diagrammes de prédominance qui est les titrages passant par des transformations de précipitation. Alors, on verra au travers des deux exemples qui vont venir après les explications générales et également au travers d'exemples figurant dans les exercices du TD que lorsqu'on fait un titrage, eh bien, on est quasiment en obligation de travailler en correspondance avec le diagramme d'existence, très souvent décomposé. Alors, tout d'abord, on va commencer par le principe. Donc, je ne vais pas rappeler ici le principe d'un titrage, mais un petit mot sur ce qu'on appelle un titrage par précipitation. On va utiliser une équation bilan support du titrage, que j'abrégerai dans la suite par ET pour équation de titrage, qui va être une réaction de précipitation. C'est-à-dire que les ions vont s'associer pour former le solide. Évidemment, cette réaction, ce n'est pas celle qui est associée à Ks, mais à 1 sur Ks. Et donc, pour qu'elle soit quantitative, il faut que le produit de solubilité soit très petit, devant 1, pour avoir du coup une équation de titrage quantitative. Méfiez-vous, parfois les réactions de précipitation sont lentes. Je vous l'ai remis ici. Et si vous avez une bonne mémoire, quand on avait fait en janvier, je crois, un TP sur la conductimétrie, j'avais pris une équation de précipitation et malheureusement, je n'avais pas testé au préalable, la réaction était lente et du coup, les résultats qu'on avait obtenus avec un ou deux groupes avaient été un petit peu foireux. Concernant ces titrages, la notion clé, comme d'habitude, c'est l'équivalence. Je ne la redéfinis pas, on en a déjà parlé. Pour repérer l'équivalence, plusieurs méthodes. On peut utiliser un changement de couleur dans la solution. Ça fonctionne avec les titrages par précipitation. On peut utiliser la conductivité de la solution. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très chouette. Même s'il y a des espèces solides qui sont en train de nager dans la solution sous forme de précipité, de suspension, eh bien, on peut quand même mesurer la conductivité sans altérer la cellule conductimétrique. On peut procéder par un suivi potentiométrique qui fonctionne, je vous le rappelle, comme on l'a vu dans un exercice du TD à courant nul, c'est-à-dire qu'on va mettre un voltmètre d'impédance élevée entre les deux électrodes. Du coup, ni l'une ni l'autre n'est parcourue par un courant électrique et la différence de potentiel peut être reliée à la composition du système grâce à la relation de Nernst. On peut aussi fonctionner de façon tout à fait analogue avec le pH. Souvenez-vous que la pH-métrie, c'est une forme particulière de potentiométrie. Comme pour la potentiométrie, le pH permet de remonter jusqu'à la composition du système. Et concernant la spectrophotométrie, je l'ai écrit, mais seulement pour une raison, c'est le barré en rouge. La spectrophotométrie ne peut pas être utilisée dans le cas où vous avez un précipité. Alors ce que je dis là, c'est vrai pour les titrages, mais plus généralement, dès que vous avez du solide en suspension dans un liquide, le solide va absorber certaines radiations et les diffuser. Le problème qu'il y a, c'est que la diffusion, ça veut dire que la lumière n'arrive pas sur le détecteur. Ça va donc être interprété comme de l'absorption. Et évidemment, les mesures d'absorbance que vous réaliseriez en spectrophotométrie en présence d'un précipité seraient très très fausses, ininterprétables. Pour qualifier ce genre de solution, eh bien, on utilise le terme turbide. Turbide, c'est un peu par opposition au terme limpide. Une solution limpide, on voit à travers. Une solution turbide, eh bien c'est le contraire. Donc, on a 4 techniques à détailler et je vais rassembler la potentiométrie et la pH-métrie dans le même paragraphe. On va détailler ça au travers de 2 exemples. Commençons donc par un repérage colorimétrique de l'équivalence. Première chose à faire, vous allez mettre la vidéo en pause pour dessiner le montage et comparer ensuite à ce que je vais faire au tableau. Donc, mettez en pause pour dessiner un montage de dosage
avec repérage de l'équivalence par colorimétrie. Voilà ce que vous avez normalement dessiné. Le piège dans lequel vous pourriez tomber, c'est celui qui est là, le choix de la verrerie. Lorsqu'on fait de la colorimétrie, pas besoin d'introduire d'instrument dans le système réactionnel. Donc, l'instrument à prendre, c'est un Erlenmeyer. Si vous prenez un Becher, ça pourrait éventuellement vous être reproché. L'Erlenmeyer, avec sa forme conique particulière, il permet d'éviter les projections sur la paillasse et sa forme n'empêche pas du tout la visualisation de la couleur. Alors, concernant la méthode colorimétrique, je vais vous proposer ici une technique particulière, assez courante, qui s'appelle la méthode de Moore. Alors, la méthode de Moore, son objectif, c'est déterminer la concentration en ion chlorure. Et pour ça, on va utiliser une méthode qu'on appelle l'argentimétrie. Argentimétrie, c'est un mot qui veut dire mesurer avec l'argent. Alors, ce n'est pas l'argent, la monnaie, hein, c'est l'élément chimique argent. Et pour ça, on va utiliser une réaction particulière pour doser les ions Cl-. J'espère que vous me voyez arriver avec mes gros sabots. La réaction qui va avoir lieu, l'équation du titrage, ce sera Cl- plus Ag+ donne AgCl solide. Ça nous permet de compléter un petit peu le montage qu'on a mis au-dessus. Dans l'Erlenmeyer, on va mettre l'espèce qu'on souhaite titrer, les ions chlorure. Ça peut être par exemple des ions chlorure apportés par du chlorure de potassium, du chlorure de sodium. Donc je vais marquer ici Cl- et Na+. Et dans la burette, eh bien, on va mettre une solution contenant des ions argent. Et lorsqu'on a besoin d'ions argent en salle de TP, c'est systématiquement du nitrate d'argent qu'on va prendre. Évidemment, le nitrate d'argent, c'est une solution qu'on manipule assez rarement et en petite quantité, vu que, puisque ça contient de l'argent, ça coûte relativement cher. Alors, lorsqu'on va réaliser le titrage, eh bien, on va introduire des ions Ag+ dans la solution contenant des ions Cl-. Évidemment, cette réaction-là, elle va être quasi totale. Sa constante d'équilibre qui vaut 1 sur Ks vaut 10 puissance plus 9,8. Et ça veut donc dire que dès qu'on va ajouter la première goutte de solution titrante, il va y avoir apparition du précipité AgCl, couleur blanche, qui noircit à la lumière. Si on laisse les choses telles quelles, eh bien l'équivalence, ça correspondra au moment où il n'y a plus d'ion Cl-. Donc on est arrivé à un nombre de particules solides dans l'Erlenmeyer maximal. Visuellement, il n'y a pas de changement de couleur, hein, on voit juste un précipité blanc apparaître dès le début. Donc, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas repérer l'équivalence. Le but ici, je vous rappelle, c'est de faire de la colorimétrie, et donc l'idée qui a été développée par Moore dans cette méthode, c'est de se dire, on va utiliser une deuxième réaction de précipitation pour faire apparaître de la couleur. Pour ça, on va ajouter dans l'Erlenmeyer, à l'instant initial, une solution qui contient des ions chromates, CrO4-2-, par exemple avec du chromate de potassium, et les ions chromates ont une particularité, c'est que eux aussi peuvent réagir avec les ions argent. En plus de ça, ils sont très courtois, ils vont réagir après les ions Cl-. Donc ce qui va se produire, c'est que l'équation de titrage va consommer les ions argent, le précipité blanc va apparaître. Puis dès qu'il n'y a plus un seul ion Cl-, une deuxième réaction a lieu, qui n'est pas une équation de titrage, c'est la réaction entre Ag+ et CrO4
2-. L'espèce formée est un précipité de formule Ag2CrO4 solide. Cette réaction, encore une fois, elle est quantitative. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est lorsqu'on analyse les couleurs. Les ions chromates ont une couleur jaune-orange en solution, ça dépend de la concentration. Et le précipité de chromate d'argent va lui être rose-rouge. Ça signifie que, si on résume l'évolution des couleurs dans la solution, à T égale 0, vous avez une solution qui contient des ions chlorure, des ions chromates. Globalement, elle apparaît de la couleur des ions chromates jaune. Vous rajoutez des ions Ag+. Le précipité blanc de AgCl se forme, donc vous avez un précipité blanc dans une solution jaune. Puis, lorsque tous les Cl- réagissent, c'est la deuxième réaction qui prend le relais, et vous avez alors Ag+, qui réagit avec les ions chromates, et vous voyez alors apparaître une couleur rouge-rose dans votre milieu réactionnel, qui se superpose au jaune préexistant, donc vous avez quelque chose qui est à peu près orangé qui apparaît. La méthode suivante, c'est la conductimétrie. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, première chose à savoir, on peut utiliser une cellule conductimétrique dans une solution, dans une suspension sans problème. Vous reprenez bien sûr la loi de Kohlrausch, vous devez bien sûr déjà tous la connaître par cœur. Souvenez-vous également du piège dans cette loi, c'est que la concentration doit être exprimée en mol par mètre cube, puisque c'est une formule issue de la physique. Tenez compte également des conditions expérimentales, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais assez rapidement ici. Lors d'un titrage par conductimétrie, il y a un problème avec la dilution, vu que la dilution fait varier la valeur de la conductivité de la solution. Pour pallier ce problème, on a deux possibilités. Premièrement, eh bien, on ajoute un grand volume d'eau distillée initialement dans le bécher qui contient la solution attitrée. Puisque le volume est très grand initialement, on peut négliger par approximation sa variation au cours du titrage. Ou alors, deuxième façon de fonctionner, on utilise la conductivité corrigée de façon à redresser les portions de courbe pour qu'elles deviennent des portions de droite. Pour la conductimétrie, vu qu'on l'a déjà beaucoup fait et que cet exemple-là n'est pas très complexe, je vous propose un petit exercice à faire en autonomie. Vous me contactez si jamais vous avez des problèmes pour le résoudre. L'idée, c'est de se dire que maintenant qu'on a déjà parlé plusieurs fois de cette méthode, vous devez être capable d'établir la forme de la courbe sigma en fonction du volume de la solution de nitrate d'argent du début à la fin du titrage. Donc, d'abord d'un point de vue qualitatif, pour savoir s'il y a augmentation faible, puis augmentation brutale, ou alors diminution, puis augmentation. Et ensuite, vous devez également être capable de poser les équations pour obtenir mathématiquement les coefficients directeurs des portions de droite. Donc là, ici, ce que vous devez faire, c'est d'abord un travail qualitatif et quantitatif. Alors, nous voilà arrivés à la partie sur la potentiométrie. Donc, dans la potentiométrie, l'idée, c'est de mesurer la différence de potentiel à l'intérieur de la solution entre le potentiel de la solution et le potentiel d'une électrode de référence, tout ça étant fait à courant nul. La différence de potentiel sert ensuite à repérer l'équivalence. Alors, l'exemple que je vous propose, c'est un exemple un petit peu coriace, donc on va y aller vraiment pas à pas pour le comprendre. On dispose d'une solution attitrée contenant des ions chlorure, bromure et iodure. Évidemment, il y a aussi des contre-ions, donc on peut imaginer par exemple que ce soit des ions Na+. Les Na+, ici, ne seront pas réactifs. Si on souhaite faire un dosage potentiométrique, il va falloir utiliser un réactif titrant. On sait déjà que pour titrer les ions chlorure, on peut utiliser des ions Ag+. Et concernant les ions bromure et iodure, vous voyez bien sûr qu'il y a un air de famille, c'est la famille des halogènes, eh bien, ça veut dire qu'ils ont des réactivités similaires. Autrement dit, les ions bromure réagissent très bien avec les ions Ag+, les ions iodure, même chose. Les équations de réaction sont les suivantes.
Donc par analogie avec ce qu'on connaît déjà, on aura Ag+, plus I- qui donne 2 l'iodure d'argent. La constante d'équilibre K standard 1 vaut 10 puissance 16,1. Pour pouvoir la calculer, vous avez sur le document de cours un document avec les équations qui sont déjà écrites et vous avez sur la droite les valeurs de Ks. Là ici, les équations qui sont écrites ne sont pas celles associées à la constante d'équilibre Ks, mais à 1 sur Ks. Donc là ici, K01 c'est 1 sur le premier Ks qui est donné, etc. Alors moi je n'ai pas fait directement les calculs, j'ai pris les valeurs sur internet, donc il peut éventuellement y avoir une petite fluctuation. Ok, deuxième réaction, bon bah Ag+ et Br- s'associent pour former le solide AgBr, et même chose pour Ag+ et Cl-. Lorsqu'on analyse les constantes d'équilibre de ces trois réactions, on s'aperçoit que la plus grande, c'est celle qui concerne les ions iodures, puis celle qui concerne les ions bromures, et enfin celle concernant les ions chlorures. Ça veut donc dire que l'affinité de l'argent pour les ions halogénures dépend de l'ion halogénure en question. En l'occurrence, là ici, vu que K0 est très grand pour l'iode, pour l'ion iodure, ça veut dire que la meilleure affinité, c'est entre Ag+ et I-. Ça veut donc dire que lorsqu'on verse des Ag+ par la burette, au travers d'une solution de nitrate d'argent, on va avoir en premier lieu la réaction qui est ici, qu'on pourrait appeler du coup l'équation de titrage numéro 1. Puis viendra l'équation de titrage numéro 2, et enfin l'équation de titrage numéro 3. Si on laisse les choses dans cet état, qu'est-ce qu'on observerait expérimentalement? Eh bien, tout d'abord, on verse de la solution de nitrate d'argent dans la solution contenant les ions halogénures. Le précipité de AgI de couleur blanche se forme, puis AgBr de couleur blanche se forme, puis AgCl de couleur blanche se forme. Du point de vue de la couleur, donc, pas possible de repérer l'équivalence facilement. On va donc utiliser ici la potentiométrie. Et la potentiométrie, à quoi va-t-elle être appliquée? Eh bien, étant donné qu'on a de l'argent sous son nombre d'oxydation 1, soit dans la forme Ag+, soit dans la forme AgX, avec X un halogène, on peut envisager l'utilisation du couple suivant. Ag au nombre d'oxydation 1, Ag au nombre d'oxydation 0. On va détailler un petit peu ce à quoi ça correspond. Ag au nombre d'oxydation 0, il n'y a pas 36 possibilités, c'est de l'argent métallique. Au nombre d'oxydation 1, l'argent est présent sous différentes formes. Ça peut être Ag+, AgI solide, AgBr solide ou AgCl solide. Donc là, pour l'instant, on a parlé de l'argent au nombre d'oxydation 1, on n'a pas encore d'argent au nombre d'oxydation 0. Je vous ai également parlé de potentiométrie, mais pas encore des électrodes. Bon ben, parlons maintenant des électrodes. Il nous faut de l'argent au nombre d'oxydation 0 et il nous faut choisir une électrode. J'espère que vous avez compris que l'une des deux électrodes qu'on va utiliser, c'est une électrode en argent métallique. Une fois qu'on l'a introduite dans la solution, on a donc bien un couple oxydant-réducteur avec une espèce de l'argent 1 et de l'argent solide. On doit également prendre une deuxième électrode. Le but étant de mesurer entre les deux électrodes une différence de potentiel par l'intermédiaire du voltmètre. Par voltmètre ou millivoltmètre, vu que les différences de potentiel sont plutôt faibles. Et donc là, au bout de ce deuxième fil, là, il faut préciser quel type d'électrode on va utiliser. Du point de vue générique, il s'agit d'une électrode de référence, potentiel constant et non nul. Quelle électrode de référence, au pluriel, peut-on utiliser? On en a vu trois. L'électrode au calomel saturé, l'électrode au sulfate mercureux et l'électrode au chlorure d'argent. Et on a une des trois qu'il ne faut absolument pas utiliser, c'est l'électrode au calomel saturé. Vu qu'elle contient des ions chlorure et qu'il va y avoir des ions Ag+, il risque d'y avoir un problème avec celle-ci. Donc, on peut prendre l'électrode au sulfate mercureux ou l'électrode au chlorure d'argent. Là, ici, c'est sur tableau, ça ne coûte rien, donc je vais envisager la solution la plus coûteuse.
prendre une électrode de référence qui sera une ECA, ECA pour électrode au chlorure d'argent. Donc, cette électrode nous donne une référence de potentiel et l'électrode d'argent nous donne le potentiel de la solution. Alors, lorsqu'on réalise le dosage potentiométrique, on va tracer au final l'évolution du potentiel du couple argent 1, argent en fonction du volume de solution titrante qui va être versé. Le premier point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, c'est ce sur quoi correspond ce potentiel argent 1, argent. On a vu que de l'argent 1, il en existe 4 formes. Ag+, AgI, AgBr, AgCl. On va supposer que à chaque ajout de solution titrante, on se trouve dans un état d'équilibre chimique, c'est-à-dire que toutes les espèces sont présentes de façon à avoir une égalité entre les potentiels des 4 couples suivants, Ag+, Ag, AgI, Ag, AgBr, Ag, AgCl, Ag. Puisqu'à chaque fois, c'est de l'argent au nombre d'oxydation 1 associé au nombre d'oxydation 0, c'est pour ça que j'ai utilisé cette notation-là. Alors, j'ai pris des couleurs qui sont un petit peu différentes de celles du document, vu que moi, ici, j'en ai un petit peu moins. Juste, je vous explique comment est-ce qu'on lit le diagramme. Là, ici, les axes que j'ai mis en noir font référence à la courbe de suivi potentiométrique que j'ai à nouveau dessinée en noir, que je vais légender ici. Les autres courbes en couleur, que j'ai représentées ici en bleu, en vert, en rouge et en vert, se lisent sur l'axe de droite, que j'ai mis en couleur aussi, qui est un axe gradué en quantité de matière. Alors, à partir de là, on va essayer tout d'abord de faire une attribution des différentes courbes, par exemple d'évolution de la quantité de matière en fonction du volume de solution titrante. On a vu tout à l'heure, grâce aux constantes d'équilibre des équations de titrage, que la première réaction à avoir lieu, c'est celle qui consomme les ions iodure. Ag+, plus I- donne Ag. Ça veut donc dire que, pardon, j'ai mis Ag, c'est pas Ag, c'est AgI solide. Ça veut donc dire que la première espèce dont la quantité de matière va descendre, c'est les ions iodure. Je vous rappelle que dans le bécher, il y a des ions argent, il y en a une quantité toujours qui tend vers 0, puisqu'il est consommé de façon quasi totale par cette réaction. Du coup, cette courbe-là, en bleu, correspond à la quantité de matière des ions iodure. Lorsque cette quantité de matière s'annule, eh bien, ça veut dire qu'on est arrivé à l'équivalence de cette première réaction. Donc là, ici, on a VE1, le premier volume équivalent. Et vous voyez qu'une fois qu'on est arrivé à VE1, cette courbe bleue, elle n'apparaît plus, en réalité elle est confondue avec l'axe des abscisses, ça vaut 0. Et une autre courbe, qui est ici représentée en pointillé vert, elle était initialement constante, ça veut dire que l'espèce n'est pas consommée pendant la première partie du titrage, c'est-à-dire entre 0 et VE1, et à partir de VE1, cette espèce voit sa quantité de matière diminuer. On avait dit tout à l'heure que la deuxième réaction qui a lieu, c'est celle entre Ag+, et Br- qui forment le bromure d'argent, AgBr solide. Et donc, par conséquent, la courbe en pointillé vert correspond à la quantité de matière des ions Br-. Donc, lorsque cette quantité de matière s'annule, ça veut dire qu'on est arrivé à l'équivalence de la deuxième transformation. Et donc, on a ici le second volume équivalent. Au passage, un petit piège dans lequel vous êtes susceptible de tomber lorsque vous faites des calculs, si vous cherchez la quantité d'ions Ag+, utilisée pour faire réagir les ions Br-, vous ne prenez pas directement la valeur de VE2, mais bien sûr l'écart entre VE1 et VE2 qui sera du coup VE2 moins VE1.
On poursuit l'attribution, on regarde maintenant la courbe rouge qui est ici. Donc initialement le composé n'est pas consommé et à partir de VE2, sa quantité de matière se met à chuter. La troisième réaction qui a lieu, ce sera Ag+, plus Cl- donne le chlorure d'argent AgCl solide. Du coup, la courbe rouge correspond à la quantité de matière des ions Cl-. Et lorsque cette quantité de matière s'annule, eh bien c'est qu'on est arrivé à la troisième et dernière équivalence qui correspond normalement à peu près au milieu du seau de potentiel qui est ici. Il nous reste une dernière courbe à attribuer. Cette courbe-là qui remonte à partir de VE3 correspond à une espèce qui va être formée, enfin en tout cas qui va s'accumuler dans le bécher au fur et à mesure des ajouts de de nitrate d'argent. Alors je ne sais pas trop ce qu'on a voulu représenter, mais en tout cas ça peut... Ah si, bien sûr. Ça correspond en fait à l'accumulation des ions Ag+, qui vont maintenant persister dans la solution. Donc là ici, la dernière courbe, ce sera la quantité de matière de Ag+, et on voit qu'il ne s'accumule qu'après le troisième volume équivalent, c'est-à-dire après toutes les réactions avec les ions halogénures. Pour terminer sur cette représentation, il reste une chose, et je termine là-dessus pour essayer de vous marquer, qui est peut-être ce qui vous a choqué en premier lieu, c'est la forme de la courbe potentiométrique, la forme de la courbe noire. Vous voyez que sur cette courbe, là ici, là, on a quelque chose qui est un petit peu spécial, c'est-à-dire que la courbe n'est pas ronde, elle décrit un angle, on va donc du coup appeler ces points des points anguleux. Et vous notez juste en dessous que ces points anguleux, ils sont rencontrés lorsqu'on fait de la potentiométrie ou de la pH-métrie et qu'ils correspondent soit à l'apparition, soit à la disparition d'un solide, d'un précipité. Là, en l'occurrence, vu les réactions qu'on considère, ce sera des apparitions de solides qui correspondent à ces points anguleux. En l'occurrence, premier point anguleux ici, c'est l'apparition de AgBr qui correspond à la réaction qui a lieu entre VE1 et VE2. Et pour le deuxième point anguleux, celui qui est là, c'est l'apparition de AgCl. Il n'y a plus de point anguleux par la suite, parce que ensuite, il n'y a plus de nouveau solide qui apparaît. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 points anguleux alors qu'il n'y a que 3 solides? C'est parce que le premier correspondrait à l'intersection de la courbe noire avec l'axe des ordonnées. Alors on reste dans le paragraphe sur la potentiométrie et la pH-métrie et on va maintenant développer un exemple qui porte sur la pH-métrie appliquée à une équation de titrage qui est de la précipitation. Alors je vous propose l'expérience suivante. On va prendre un bécher, ou plutôt un Erlenmeyer, ce sera plus sûr, surtout en faisant une réaction au tableau, qui va contenir une solution aqueuse d'acide nitrique. Et dans cette solution d'acide nitrique, on va y rajouter des petits morceaux d'aluminium solide. Donc lorsqu'on met un métal dans un acide, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes peut-être pas très familier, mais en tout cas quand on a l'habitude de faire de la chimie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Il se passe une oxydation du métal. Il va donc y avoir transformation de l'aluminium en ion Al3+. Si on met un excès d'acide nitrique, il va également rester H+, et NO3-. Quelles sont les réactions qui ont lieu lors de cette transformation? Eh bien, pour l'aluminium, on fait intervenir le couple Al3+ Al. C'est une réaction d'oxydation de l'aluminium qui a lieu. Ça veut donc dire que parallèlement, il faut qu'il y ait une réaction de réduction. Et pourquoi est-ce qu'on retient en chimie ce genre de réaction? C'est parce que dès qu'on met l'aluminium, on voit apparaître à sa surface des bulles de gaz. Ces bulles de gaz correspondent à l'aspect visuel d'une réaction et c'est en réalité du dihydrogène qui est en train de se former
Ça veut dire qu'on considère un autre couple redox qui sera le couple H plus H2. Et donc, lors de cette transformation, l'aluminium métallique est oxydé en ion Al3+, et les ions H+, sont réduits en dihydrogène, qui va du coup ensuite quitter le milieu réactionnel. Donc, à la fin de cette opération, vous avez dans votre Erlenmeyer des ions aluminium 3+, à une concentration inconnue. Il vous reste également des ions H+, eux aussi, à une concentration inconnue. L'idée, c'est maintenant de mettre cet Erlenmeyer, le contenu en tout cas, d'en prendre une partie et de faire un titrage pour déterminer la concentration de H+, et la concentration de Al3+. Pour ça, on va utiliser un réactif particulier qui permet de faire réagir à la fois H+, et Al3+, ce sera la soude. Donc, le montage que nous allons réaliser pour réaliser le titrage. On prend le contenu de l'Erlenmeyer ou une petite partie de volume connu, on introduit ça dans le bécher qui est ici, éventuellement on réalise une dilution, mieux vaut d'ailleurs qu'elle soit d'un facteur connu pour bien immerger les deux instruments de mesure. On a donc dans le bécher comme espèce réactive H+, Al3+, et comme ion spectateur pour l'électroneutralité, les ions nitrates. Dans la burette, on a une solution soude avec comme espèce réactive base forte les ions hydroxydes et les ions spectateurs Na+, pour l'électroneutralité. Étant donné qu'on fait de la pH-métrie, il faut placer deux électrodes de mesure. La première, c'est l'électrode de verre, dont le potentiel est fonction de la concentration en ion H+, et la deuxième électrode, c'est une électrode de référence. Alors, dans ce montage, il n'y a pas d'Ag+, par conséquent, on peut utiliser une électrode au calomel saturé, mais on peut aussi prendre une électrode au sulfate mercureux ou une électrode au chlorure d'argent. Là ici, je vous ai mis tous ces instruments directement dans le bécher, mais prenez bien en compte ce que j'ai écrit là. Il faut que le pH mètre soit au préalable étalonné, c'est-à-dire qu'on utilise deux solutions tampons, une de pH acide par exemple, vu qu'on commence à pH acide, puis une de pH neutre, de façon à avoir une lecture sur l'instrument qui soit bien la valeur de pH et pas quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Sur le document de cours, vous voyez la courbe de suivi pH métrique que j'ai reproduit ici en bas à droite. Et évidemment, cette courbe de suivi pH métrique, elle est bien plus simple que dans le cas où on fait un titrage d'un acide par une base. Alors, pour autant, c'est un peu plus compliqué, mais on a déjà quelques outils pour lire cette courbe. La première chose qu'on va repérer, c'est ce qu'on a mis en évidence tout à l'heure, les points anguleux qui peuvent correspondre à l'apparition ou la disparition d'un précipité. Des points anguleux, il y en a deux. Un premier ici, un second à cet endroit. D'après leur forme, celui qui est là, il a la même forme que précédemment. Je pense que vous vous doutez que c'est l'apparition d'un solide. Et celui qui est là, il a une forme inverse. C'est donc la disparition. On repère également entre ces deux points anguleux, si vous masquez la partie qui est à gauche et masquez la partie qui est à droite, on repère ici une courbe qui correspond à une courbe de suivi pH métrique assez classique. Ça veut donc dire que là, ici, vous avez un saut de pH, et donc on sait qu'au milieu d'un saut de pH, on a un point équivalent. Donc maintenant qu'on a nos petits indices, on se doute bien que, puisqu'il y a deux espèces à titrer, il va y avoir au moins deux réactions dans notre système réactionnel. On voit qu'ici une espèce apparaît, là-bas une espèce se forme. On a donc sur cette courbe pH métrique en réalité trois portions. La première qui est ici, la bande la plus à gauche, la portion centrale et la portion de droite. On va voir comment est-ce qu'on peut décortiquer ça, et maintenant ce qu'on va faire, c'est passer à l'écriture des équations de réaction qui vont être les équations de titrage successives. Alors, étant donné qu'on a H+, un acide fort, et Al3+, les deux peuvent réagir avec les ions hydroxydes. Bon, concernant la réaction entre H+, et HO-, tout le monde est déjà bien au point là-dessus. Elle s'écrit H++ HO- donne H2O. On pourrait bien sûr écrire H3O+, plus HO- donne H2O. Sa constante d'équilibre, c'est 1 sur KE. Elle vaut donc
10 puissance plus 14. Concernant l'aluminium Al3+, alors vous avez peu de connaissances sur lui, mais si vous reprenez l'exercice concernant la précipitation sélective, je vous ai donné toutes les informations qui sont nécessaires. On sait que Al3+, peut former d'abord l'hydroxyde d'aluminium ALOH 3 fois. C'est le produit, c'est pas le réactif. L'équation c'est donc Al3+, plus 3 ions hydroxyde donne ALOH 3 fois solide. Et on sait que ALOH 3 fois solide peut capter un quatrième ion hydroxyde pour donner un complexe. Un complexe qu'on appellerait du tétrahydroxoaluminate 3. Alors, lorsqu'on compare ces différentes équations bilan, on va avoir pour la deuxième équation une constante d'équilibre qui vaut 10 puissance 33. Donc la première, je vais l'appeler K standard 1, la deuxième K standard 2, 10 puissance 33. Et la troisième, K standard 3, 10 puissance 12. Là, si on essaye de déterminer l'ordre des réactions, on va raisonner comme tout à l'heure avec les valeurs de constante d'équilibre. La plus grande, c'est K02. Cependant, elle ne doit pas être utilisée telle qu'elle, et voici la raison. Lorsqu'on compare des réactions de titrage, vous voyez que là, ici, dans la première, on a un seul ion hydroxyde qui va réagir. Dans la dernière, même chose, un seul ion hydroxyde. Si on veut pouvoir comparer ces deux transformations à celle qui se trouve ici au milieu, qui fait intervenir 3 ions hydroxyde, et bien là, ça ne marche pas. Donc, il faudrait écrire une équation de titrage faisant intervenir qu'un seul ion hydroxyde. Donc, pour ça, il faut obligatoirement faire intervenir des nombres stoichiométriques fractionnaires. Et l'équation serait du coup, je vais l'écrire tout en haut, 1 tiers de Al3+, plus HO- donne un tiers de ALOH 3 fois solide. Et la constante d'équilibre de cette réaction-là, qu'on va appeler K standard 2', eh bien ce sera la racine cubique de celle-ci, soit 10 puissance 11. Et là, vous voyez que ça change tout, puisque lorsqu'on va mettre des ions hydroxydes à l'intérieur du bécher, plusieurs réactions vont être en compétition. Les ions hydroxydes peuvent d'abord réagir avec des H+, ou alors avec des ions Al3+. Pour qui ont-ils la meilleure affinité? Eh bien, quand on raisonne avec un seul ion hydroxyde, 10 puissance 11 contre 10 puissance 14, la première réaction qui a lieu, c'est celle avec les ions H+. Ça veut donc dire que la première partie du titrage correspond à la transformation H++ plus HO- donne H2O. Une fois que l'intégralité des H+ ont été consommées, eh bien, lorsqu'on continue d'ajouter des ions hydroxydes, la deuxième réaction prend le relais. Al3++ plus 3H- donne le précipité. Vous dire, regardez, c'est tout à fait logique. Le point anguleux traduit ici l'apparition d'un précipité. Donc, on a pour la deuxième portion de courbe Al3+, plus 3H- donne ALOH 3. À quel endroit du diagramme cette réaction s'arrête-t-elle? Eh bien, on a dit que la portion centrale, c'était un titrage. La réaction s'arrête lorsqu'on a consommé le réactif limitant. Ou plutôt, lorsqu'on est arrivé à l'équivalence, puisqu'à l'équivalence, on consomme les deux réactifs, ils sont tous les deux limitants en même temps. Ça veut donc dire que là, ici, le centre du seau correspond à une nouvelle limitation. Dans la partie que je vais mettre ici avec les flèches noires, on va consommer progressivement tous les ions aluminium pour qu'ils deviennent le solide ALOH 3 fois.
En ce point, le milieu du seau de pH, il ne reste plus que le dernier grain de solide. Et on continue à ajouter de la solution titrante. Donc dans la troisième partie du diagramme, celle qui est ici, l'espèce d'aluminium présente initialement à ce point-là, c'est ALOH 3 fois, et on rajoute des ions H-. C'est donc la dernière réaction qui a lieu pour la partie verte. Donc là, sur toute cette portion-là, on va avoir ALOH 3 fois le solide qui réagit avec les ions hydroxydes pour former cette espèce complexe. Si vous prenez une règle et que vous mesurez, vous devez avoir un certain rapport entre la longueur de la flèche noire et la longueur de la flèche verte. Vous devez avoir un rapport 1 pour 3, et ça c'est logique, on le voit au niveau de la consommation des ions hydroxydes. La flèche noire, là ici, eh bien, on a un nombre stoichiométrique 3, alors qu'ici, il ne vaut que 1. Arrivé au point anguleux numéro 2, ici, eh bien, on consomme le tout dernier grain de ALOH 3 fois. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est validé. Là, ici, on a la disparition du solide. Et après cette disparition, le pH augmente parce qu'on est encore en train d'ajouter de la soude qui a un pH très basique. Donc au final, c'est quelque chose d'un petit peu complexe, il faut vraiment y aller au pas à pas et bien être au clair sur les différents types de réactions. Savoir analyser l'ordre des réactions pour ensuite se dire la réaction qui est la plus favorable thermodynamiquement va avoir lieu en premier, puis la deuxième, puis la troisième, et à la fin c'est toujours un ajout en excès du réactif titrant. Pour conclure avec cette leçon, le tout dernier paragraphe, grand 4, qui porte sur l'influence de la précipitation. Je ne l'ai pas écrit en entier, mais c'est sur le pouvoir oxydant-réducteur d'un couple redox, forcément. Donc là, ici, ce paragraphe, c'est non plus de la précipitation pure, mais c'est plutôt de l'oxydoréduction qu'on est en train de faire. Concernant ce qu'on va dire ici, eh bien, c'est très très analogue à ce qu'on a dit à la fin de la leçon précédente. Vous vous souvenez, la leçon sur la complexation, on avait terminé en disant influence de la complexation sur le pouvoir redox. Ça veut donc dire que là, si vous avez bien compris la leçon sur la précipitation, vous pouvez mettre la vidéo en pause et résoudre par vous-même l'exercice. Donc, si jamais vous avez un petit peu de difficulté à faire ça, reprenez la leçon précédente, revoyez la méthode et essayez de le faire pour ensuite valider avec ce que je vais écrire à présent. Alors, la méthode que je vous ai proposée, je l'établis ici. On va commencer par écrire les équations associées aux grandeurs qui nous sont données. Tout d'abord, pour le couple Ag plus Ag, l'équation c'est une demi-équation électronique. Ag plus électron donne Ag solide. Cette équation, je vais l'appeler R1. Pour le second couple, AgCl-Ag, je vais appeler la réaction R2. On nous demande de calculer un potentiel standard, c'est donc une équation électronique. Et concernant la précipitation, tout comme la complexation, elle ne modifie pas le nombre d'oxydations de l'élément principal, en l'occurrence l'argent. On est donc sûr et certain qu'il y a ici un seul et unique électron. Et évidemment, tel quel, cette équation n'est pas équilibrée. Il faut préciser le devenir du chlore. Eh bien, il va se séparer de l'argent pour devenir un ion chlorure, Cl-. En plus, ça assure l'électroneutralité, donc ça nous arrange. Pour terminer, la troisième réaction, R3, eh bien, c'est celle qui est associée à la constante standard d'équilibre Ks, c'est-à-dire la dissolution du chlorure d'argent. Alors là, ici, c'est une dissolution, ce n'est plus une réaction redox. AgCl solide donne Ag+, plus Cl-. Pour pouvoir déterminer la valeur de E standard 2, il nous faut trouver une combinaison linéaire entre les réactions R1, R2 et R3. Et ici, lorsqu'on ouvre l'œil, on trouve que R2 est égal à la somme
ou plutôt la différence, R3 moins R1. Cette combinaison linéaire peut être appliquée aux enthalpies libres standards de réaction. On écrit donc delta RG0 2 égale delta RG0 3 moins delta RG0 1. La réaction numéro 2 est écrite dans le sens de la réduction. Donc, l'expression de delta RG0, ce sera moins NFE0. Le nombre d'électrons N vaut 1. Donc, j'écris ici F, constante de Faraday, fois E standard 2. Ça, c'est égal à delta RG0 3. C'est une équation qui n'est pas une équation redox, enfin, c'est pas une équation électronique, c'est une équation bilan. Et donc, dans ce cas-là, l'enthalpie libre standard de réaction s'écrit moins RT ln de la constante d'équilibre. Donc ici, ce sera moins RT ln de Ks, puisque l'équation est écrite dans le sens de la dissolution, moins la réaction R1, eh bien, c'est une équation électronique écrite dans le sens de la réduction, donc je rajoute un signe moins, donc je transforme ça en plus. Le nombre d'électrons échangés, un seul, donc F, E01. On isole le potentiel E standard 2. C'est égal à E standard 1 moins RT sur F ln de Ks. RT sur F ln, on sait que c'est égal à 0,06 log. Concernant les valeurs numériques, E standard 1, 0,80 volts. Ks pour le chlorure d'argent, c'est 10 puissance moins 9,8. Je vais l'arrondir ici à 10 puissance moins 10. Ça nous fait donc au final un potentiel E standard 2 qui vaut 0,80 moins 0,06. Je suis en train de me dire il y a un truc qui ne va pas. Du coup, j'ai regardé en avant et j'ai fait une petite erreur que je vais corriger maintenant avec mon stylo rouge. Dans la combinaison linéaire qui est ici, la somme n'est pas R3 moins R1, mais bien R3 plus R1. Par conséquent, dans l'équation du dessous, c'est ici un signe plus. Dans l'équation suivante, c'est donc un signe moins. Signe moins qui va se répercuter ici. Non, j'ai fait deux erreurs, je suis en train de m'en apercevoir. Le signe moins est présent là, il est aussi présent à cet endroit, puisque j'avais dit que la réaction était écrite dans le sens de la réduction. Ce qui nous fait donc ici E02 égale E01 plus RT sur F ln de Ks, donc plus 0,06 log de Ks. Et du coup, en faisant l'application numérique, on se retrouve avec 0,80 plus 0,06 fois moins 10, c'est-à-dire pour le terme de droite moins 0,60, ce qui nous fait donc E02 égale 0,20 volts pour le couple AgCl-Ag. Ok, donc avec ça, on termine la leçon sur les réactions de précipitation. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les réactions en solution aqueuse. Il nous reste à faire une toute dernière leçon pour finir ce chapitre. Ce sera aussi la fin du programme pour les élèves du groupe PSI. Cette leçon, résumée, porte sur la construction de diagrammes potentiels pH ou comment mélanger les réactions d'oxydoréduction, acido-basique, de précipitation et de complexation, tout ça en même temps.